Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Odiatu, vous y êtes et nous y sommes. Alors, monsieur Emmanuel Sogadi, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joachim. Ligue des consommateurs togolais, LCT. Comment est-ce que vous vous portez là-bas dans cette structure? Nous nous portons très bien, à merveille, sauf les difficultés habituelles que vous connaissez de notre organisation. Sauf les difficultés habituelles que nous connaissons, oui. Liées souvent au manque de financement. Au manque de moyens, Nous sommes toujours dans cette difficulté-là. Ah d'accord. Mais quand même, tôt ou tard, ça va marcher. Et puis, nous espérons. Nous espérons, mais tous les jours que Dieu fait, je ne peux pas dire que je perds l'espoir, je ne le perdrai jamais. Oui. Mais dès lors que vous perdez votre espoir, ça veut dire que vous n'existez plus. Ça devient de plus en plus inquiétant. Oui. Mais je crois fermement à l'expérience, et que la dame nature pourra aussi nous venir en aide au moment. Dieu viendra à votre aide certainement à travers de très bonnes volontés des partenaires costauds. Alors, monsieur Emmanuel Sogadi, est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'épargner de l'argent dans une institution de microfinance? Ça fait sourire. Ça fait sourire. Au fait, je peux dire... moi, personnellement, je n'ai aucun compte dans une microfinance. Oui. Comme nous sommes là pour dire la vérité. Personnellement, je n'ai pas de compte dans une microfinance. Mais je peux dire que mon organisation a un compte dans une microfinance. Et que nous suivons de très près comment ça se fait. Pourquoi des fois, je pose certains actes pour avoir des expériences et pouvoir édifier les consommateurs sur certains faits. Ce qui fait que la dernière fois, lorsqu'on avait décidé au niveau du bureau d'ouvrir un compte dans une microfinance, on s'est dit que puisque nous n'arrivions pas à payer les frais et les agios dans une banque, ça ne vaut plus la peine que nous gardons nos comptes pour qu'à la fin de l'année, on vous dise que tu as 5500 fois 10 fois 12 par exemple. Tu ne peux pas payer ça. Okay, parce que je n'ai pas un compte, un revenu qui va sur le compte pour qu'eux puissent prendre les leurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers une microfinance où ils ne prélèvent que 300 ou bien 100 francs. Ça dépend. Ça dépend. Donc, on a voulu nous mutualiser. Et voilà. Et vous avez opté pour les microfinances, mais force nous est donnée de constater depuis un certain nombre d'années que les Togolais qui véritablement serrent la ceinture et puis épargnent à petit feu, à compte-gouttes dans ces institutions, par moment et surtout par surprise, on apprend que l'institution a fait faillite ou bien il y a tel ou tel problème et c'est vraiment aux grandes dames de nous qui constituons les adhérents ou les épargnants dans ces trucs. Alors, en tant que responsable d'une structure de consommateurs, quelle lecture faites-vous donc plutôt de cette situation que les Togolais vivent d'année en année? C'est très compliqué. Parce que ce que nous vivons, nous au niveau de la Ligue, nous pensons que d'une part, l'erreur provient de l'autorité et d'autre part de l'administration de ces organisations, de ces microfinances. La première erreur qui provient de l'autorité, c'est que l'autorité a l'habitude de sanctionner d'abord avant de nommer un administrateur. Alors que pour nous, ce qui est bien séant, c'est que lorsqu'on constate des irrégularités quelque part, on adresse, puisqu'on doit faire un rapport. Chaque année, les assemblées générales de ces microfinances-là, les rapports sont adressés à la CASIMEG. CASIMEG qui analyse ces rapports et qui fait des audits, des descentes en opinion pour vérifier si les données que vous avez envoyées sont vraies ou pas. Et lorsque cette institution constate que les données ne sont pas conformes à la réalité de ce qui est fait au sein de la structure, nous leur recommandons en principe de nommer un administrateur pour accompagner les autorités, les responsables de la microfinance pour qu'ils puissent redresser et corriger la pente. Mais au fait, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent toujours par vouloir fermer la structure. Alors que lorsqu'on ferme la structure, qu'est-ce qui arrive? Les épargnants n'ont plus confiance à la structure. Oui. Parce que le consommateur, il est là comme ça. Lorsqu'il y a un petit problème,
Mais tous les autres vont suivre pour dire qu'à nous aussi, on va retirer notre fonds. Et ça devient une bousculade et que tout le monde vienne pour retirer le fonds. Et malheureusement, parce qu'on a constaté des déficits. OK? C'est pourquoi on nomme un administrateur. Mais s'il y a des déficits, ça veut dire que tous les épargnants ne pourront plus récupérer leur épargne. Et lorsqu'ils arrivent, ils constatent à avoir des difficultés en termes de liquidité, donc le problème se pose avec acuité. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les gens commencent par crier que la microfinance est en faillite, Alors que dans le monde économique, vous pouvez ne pas avoir un franc en termes de liquidité. Si vous arrivez à bien gérer à la crise, puisque les crises sont là pour corriger. Les crises ne sont pas forcément mauvaises. Non. Les crises ne sont pas forcément mauvaises. Les crises interviennent à réajuster les situations, à corriger tout ce qui a bien affronté le présent et également à envisager le futur. Oui. Maintenant, si on pense que les difficultés auxquelles les structures sont confrontées aujourd'hui donnent suffisamment raison pour qu'on puisse mettre fin à leur existence, je peux dire qu'ils ont tort. L'autorité a tort à ce moment-là. Il en est de même pour que tous ceux qui gèrent des organisations, tous ceux qui gèrent des entreprises, lorsqu'on constate, il arrive des fois où vous êtes nommé administrateur, ou bien qu'on est président du conseil d'administration d'une société donnée, lorsqu'on constate que le directeur ne gère pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On change le directeur. Tout court. Le conseil d'administration décide de changer le directeur. Et ce n'est pas qu'on va mettre fin à l'existence de la société non plus. Donc si aujourd'hui, les Togolais n'ont qu'à savoir que les microfinances sont le seul espoir pour les Togolais. Ou qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils vont, ils déposent 100 francs par jour jusqu'à la fin du mois. Ils ont 3 000. 3 000 pour certains, excusez-moi. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Par exemple, hier, on faisait un travail quelque part dans une microfinance où une dame est arrivée. Elle a cotisé, comme on appelle tontine, 2000 pour 2 mois. Elle était arrivée, elle a voulu prendre, pour elle, elle voulait prendre 2 mois. Mais donc elle a cotisé 2000 pour 2 mois. Pour 60 jours. Oui, pour 60 jours. Voilà. Ça devait faire 120 000. Donc elle est arrivée, on lui a servi 60 000. Elle me voit, monsieur, j'ai voulu prendre tout, mais si tu vois ce qu'on m'a servi, est-ce qu'on a tout payé? J'ai dit non, on n'a que payé pour le premier mois, le mois passé. Il reste le mois suivant. Mais pourquoi? J'ai déposé, j'ai épargné de l'argent chez vous. Oui, donc ça veut dire qu'est-ce qu'elle a dit? On lui a posé la question à la caisse, pourquoi tu veux récupérer? Elle dit, mais la personne qui vient pour prendre l'argent, elle ne vient plus. Donc, elle a peur pour dire que s'il y a un problème avec la microfinance ou pas. Elle n'est pas rassurée. Elle n'est pas rassurée. Donc, un petit geste au niveau de la microfinance, c'est-à-dire tous les épargnants paniquent. Ah oui. Et lorsque tous les épargnants commencent à paniquer... Est-ce que cette peur qui hante les esprits le plus souvent, est-ce que cette peur est légitime? Elle est légitime. Tu vois, si elle est légitime, puisque l'argent les gens qu'ils gardent en termes d'épargne, c'est pour faire un investissement. Bien sûr, c'est pour un projet donné. Un projet donné. Et ils ont une échéance pour leur projet. Oui. Lorsque l'échéance arrive, d'abord, en principe, ils vont pour récupérer l'argent. Je viens pour rentrer dans mes fonds et puis là, vous me dites que ce n'est pas possible. Si on dit que ce n'est pas possible, ça veut dire que tu dois avoir une panique. Si tu ne paniques pas, ça veut dire que tu as l'argent quelque part. En tout cas, il y a quelques mois ou quelques semaines, disons, on a assisté au même scénario au niveau de Lumen. Et aujourd'hui, on ne sait ce que ça devient finalement. Il y a entre-temps IDH qui était parti, beaucoup d'autres institutions. Aujourd'hui, c'est 2 clans qui s'affrontent sérieusement au niveau de la COPEC Solidarité. C'est vrai. On nous dit, ce n'est pas affaire d'épargnants ou de ceci, mais c'est au niveau de l'administration. Quelqu'un est directeur, l'autre dit non, ce n'est pas lui, etc. etc. Est-ce que on doit légitimement avoir peur aussi pour notre argent dans cette décision? Pour l'affaire de COPEC Solidarité, moi, je voudrais interpeller les autorités togolaises. Elles doivent faire beaucoup attention pour ne pas plonger la FUSEC dans ce qu'elles ont fait pour l'IDH. Parce que s'ils font la même chose pour FUSEC et FUSEC tombe en faillite, ils seront tenus responsables de tout. En tout cas, ce n'est pas la FUSEC au complet, mais c'est la FUSEC Solidarité. Il y a des effets collatéraux. Parce que si les gens n'ont plus confiance à la FUSEC Solidarité,
Vous pensez que d'autres auront confiance aux autres fichiers? D'autres membres de la FISEC. Ça veut dire que si on n'arrive pas à gérer FISEC Solidarité, ça veut dire que les mêmes difficultés se feront afficher dans les autres fichiers. Donc, je vous dis, ce qu'on appelle consommateur, celui qui garde l'argent, écoutez-moi, ce n'est pas un sac de maïs. Hein. Si je dépose un sac de maïs chez toi, et je constate que les souris, même si ce ne sont pas des souris, tu me dis que peut-être les chalençons sont en train de détruire. Ça, ce n'est pas un problème. Oui. Même si je dépose une somme d'argent dont la valeur est inférieure à ce sac de maïs, Joachim, l'argent n'a pas la même valeur chez nous, les hommes, que les objets. Donc, on doit faire beaucoup attention. Moi, je les mets en garde. Il ne faut pas qu'elles fassent des erreurs pour plonger la FISEC Solidarité, y compris la FISEC tout entière, dans des difficultés comme elle avait fait. Qui peut maintenant redresser, corriger cette situation, cette difficulté? C'est l'autorité. L'autorité? L'autorité. Taper du poing sur la table? Oui, c'est l'autorité. Écoutez, lorsqu'on dit, nous on n'en parle encore, y compris ceux des employés, personne d'entre eux ne nous a pas encore approchés, mais nous, on a fait des recoupes, on a certaines informations. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le président du conseil d'administration se lève pour mettre pour licencier quelqu'un, suspendre un contrat de travail à un responsable de la sorte. C'est ce que les grévistes sont en train de dénoncer. Ce n'est pas un employé, c'est un cadre. C'est un cadre. Il faut sur le processus du licenciement. Okay? Et la raison, c'est quoi? Selon ce que nous avons appris, qu'il a fait des mutations et qu'il n'a pas plu, excusez-moi, au président du conseil d'administration. C'est lui, c'est le conseil d'administration qui fait qu'on appelle les affectations. Non, mais quand c'est le conseil d'administration qui nomme le directeur. Oui, mais c'est lui qui nomme le directeur. Oui, mais tout en suivant les procédures régulières. Oui, il nomme le directeur. Mais le directeur aussi a des prérogatives. Oui. Le directeur ne peut pas être là pour que le président du conseil d'administration vienne recruter. Non. Le président du conseil d'administration, il vérifie si les orientations de l'Assemblée générale sont bien mises en œuvre par le directeur nommé. Ok. Donc, si lui, en tant que président, il se prend comme directeur, mais c'est dommage. Mais il faut que des gens puissent commencer à faire une distinction nette de leurs responsabilités. De leurs prérogatives. Ce n'est pas aujourd'hui on se sent très fort et qu'il faut toujours tout se permettre. Non, il faut que les gens mettent. Donc, si on ne règle pas très rapidement cette situation, cela peut déteindre sur la FISEC ou la fêtière tout entière. Tout entière. Ça, c'est une prophétie. Je ne suis pas prophète, mais je leur dis, c'est une prophétie. Parce que les gens n'auront plus confiance. Vous êtes en train de prédire l'hécatombe qui pointe à l'horizon. Les autres microfinances aussi, tous les Togolais vont prendre l'espoir. Et ce serait dommage pour l'économie de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, les banques sont là, elles font ce qu'elles font. Mais les microfinances aident beaucoup les ménages. Avec les petits prêts, les petites épargnes, etc. Même si les microfinances, les menaces, après ils font de n'importe quoi. Bon, c'est la vie. On fait avec. C'est la vie. C'est la vie. Donc, ce que nous disons, il faut que des gens mettent fin à ça. Il faut que l'Académie aussi sache que ce qui se passe actuellement, ce n'est pas le fait de se lever. Il existe la Casimir, il existe aussi la SF, la PSFD, l'association des choses comme ça, même quelque chose de structure financière décentralisée. Oui, leur tout ça. Oui. Mais finalement, on laisse faire jusqu'à ce que vous savez, dans leur association, excusez-moi, je suis désolé de le dire, ce sont des hypocrites. Lorsqu'ils sentent que tu commences à avoir des difficultés, ils te laissent plonger dans tes difficultés parce qu'ils vont profiter de tes abonnés, de tes clients. Ah, mais c'est pas quand même de facto. Ils se sauvent jamais. C'est pas de facto. Je ne peux pas perdre mon argent dans une institution de microfinance et automatiquement, je prends là pour venir épargner chez vous. Ce n'est pas évident. Mais c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. Des gens disent, il y a certains épargnants qui sont obligés de dire, mais je vais faire encore quoi? Je voulais faire un prêt pour faire ceci, je suis obligé de retourner, je vais encore ouvrir un autre compte dans tel autre microfinance. Et c'est difficile. Alors que ce n'est pas, je vous dis, s'ils n'arrivent pas à bien gérer, par exemple, il y a quelque chose qu'on a appelé feedback. Feedback où des gens cotisaient. On a une plainte actuellement en cours. Des plaintes? Oui, des plaintes sur nous. Des gens, les gens sont allés cotiser, et ils ont investi de l'argent, ils devaient récupérer des vivres, ainsi de suite, comme
À ce niveau aussi, il y avait une affaire de gain facile aussi. Les gens avaient déposé 100 000 francs et puis ils attendent de récupérer quelque chose d'1 million. Les économistes nous ont prouvé hier avec IDH Redemain que c'était un système viable. Mais si vous voyez comment le pays est, les économistes, je ne peux pas donner leur nom, mais ils nous ont dit aujourd'hui, ils savent là où ils sont. Donc c'est juste pour dire que aujourd'hui nous sommes en train de tromper le peuple. Oui, mais quand même, est-ce que quelque part, nous aussi, qui constituons les consommateurs, excusez-moi le terme, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de naïveté qui nous emballe à un moment donné? Est-ce qu'on nous éduque? Est-ce qu'il y a une éducation consumériste? Nous, on se bat pour faire le peu qu'on peut faire. Mais on ne nous accompagne pas. Il faut une éducation consumériste. Nous, à la dernière fois, on a écrit aux banques pour dire que nous voulons initier une activité d'éducation bancaire, consumériste bancaire. Mais aucune des banques nous a répondu. Aucune banque nous a répondu. Au mot opportun, je crois, on viendra aussi sur les antennes pour en parler. Vous avez un journal qui parlait depuis un bon moment, c'est les coulisses du consommateur. Et dans votre dernière parution, écriviez-vous, je crois, à la page 5, CHU Sylvanus Olympio, traumatologie, mystérieuse disparition des dossiers des malades. Alors, les dossiers des malades à la traumato disparaissent? C'est très difficile à concevoir et parce que lorsque quelqu'un qui fait un accident et qui, vous voyez, lorsque tu fais un accident, le premier souci, est-ce que je vais vivre? Survivre. Je vais suivre, j'allais dire. Et le second souci, est-ce que j'aurai l'argent pour pouvoir me prendre en charge à l'hôpital? Et le troisième souci, qu'adviendraient mes enfants? Alors que dans le récit, des gens auront la chance de lire, d'avoir le numéro pour lire. Les gens y vont. La première des choses qu'on leur dit, votre opération peut coûter 1 à 2 millions. Psychologiquement, c'est une torture. C'est une torture. C'est une torture. Parce que, c'est-à-dire, psychologiquement, celui qui est malade et qui est en train de gémir, qui est en train de crier. Et on lui dit automatiquement, est-ce que tu peux avoir 1 à 2 millions pour qu'on te fasse une opération? Pas forcément l'accident nécessite l'opération. Non, c'est pas forcément que l'accident peut nécessiter une opération. Mais peut-être, et on est en train d'envisager pour que la personne puisse se préparer. Mais ce n'est pas dans ce sens aussi. Des gens le font, je suis désolé de le dire, des gens le font, des gens vont lire la suite du sujet, mais des gens le font pour que lorsqu'il y a opération, qu'eux ils puissent en profiter. Je suis désolé. Pour que les médecins traitants puissent en profiter? Je suis désolé. Profiter des cas d'accident? Je suis désolé. Des citoyens? Je suis désolé. En faisant, vous vous rappelez du dossier des implants qu'on avait fait à l'époque? Des implants impropres. Oui. Et on nous a dit périmés. On nous a dit que les implants ne sont jamais périmés, mais la problématique est de savoir si on peut bien les stériliser. Ok. Et aujourd'hui, ça donne une raison à ceux qui ont écrit, à ceux qui se sont prononcés à l'époque pour dire que le fait que vous avancez des idées selon lesquelles les implants ne sont pas périmés bien impropres, qu'il faut seulement les stériliser. Pourquoi automatiquement lorsque quelqu'un arrive à l'hôpital, sans qu'on ne fasse de radio ou bien quoi que ce soit, vous prononcez pour dire que la personne, est-ce que tu auras l'argent de 1 à 2 millions pour suivre une opération? Parce que pour suivre une opération, ils vous envoient là où ils savent que vous pouvez acheter les implants. Et ils ont une sorte de combine ou de complicité avec ceux qui vendent ces implants-là. Vous voyez? Et il arrive des fois où si on te dit de faire ceci, tu ne trouves pas l'argent de faire, mais on vous ignore. Ils vous abandonnent. Ils vous abandonnent. Comment vous trouvez que quelqu'un qui a été hospitalisé, qui a fait 1-2 mois à l'hôpital et qui doit faire des suivis après, il revient, on dit qu'on ne trouve pas son dossier. Les dossiers, comment ils sont classés là-bas au niveau de la traumatologie? Non, alors, monsieur Emmanuel Sogadi, vous êtes président de la Ligue des consommateurs du Togo. Est-ce que c'est vrai que les dossiers des patients disparaissent à la traumatologie? Le problème, c'est que ce n'est pas nous qui avons écrit. Oui. C'est une victime qui s'est confiée à nous. Qui est venue se plaindre à nous que ces dossiers sont portés disparus dans le lot. Dans le lot. Et la raison? Et il ajoute que le jour où il est allé pour faire le suivi, il n'était pas le seul dans le cas. Il n'était pas le seul dans le cas.
Donc s'il était le seul, même s'il était le seul, comment se fait que les autres dossiers allaient exister et que pour lui on n'allait pas retrouver le tien? Vous voyez? Donc c'est un problème. Des gens vont lire et comprendront comment les choses. Oui, mais et pourtant, l'autorité quand même nous a tout à l'heure dit, si vous avez suivi le journal, cette affaire de, comme vous l'appelez, contractualisation fait son petit bonhomme de chemin avec des conséquences assez positives. Moi, à l'époque, le ministre de la Santé nous avait invité à un point de presse dans son ministère où il disait que, bon, il voulait informer la société civile que nous voulons aller vers la contractualisation de certains centres à Lomé, parce qu'on avait commencé par Atapamé et Blitan qui ont donné de bons résultats. Le bon résultat, c'est ce que les Togolais attendent. Mais le second résultat, c'est que ça puisse avoir un impact sur les patients, sur les consommateurs que nous sommes. Une fois on vient à l'hôpital, qu'on soit pris en charge avant qu'on ne commence pas à parler de l'argent. C'est ça. Parce que quoi qu'on dise, toi-même quand tu viens, tu sais bien que la santé a un coût. Tu vois, je prie tous les jours que lorsque je me mets dans ma voiture, bien sur ma moto pour aller au service, que Dieu puisse nous garder sains de la maison au service du service à la maison. Parce que aujourd'hui, pour qu'on puisse aller revenir sain et sauf. Sain et sauf. Aujourd'hui, excuse-moi, lorsque tu fais un incident à Sanguera, on est obligé de t'amener au CHU Sylvanus Olympio. Et de CHU Sylvanus Olympio, excusez-moi, si ta chance ne restait que 10 minutes, ça veut dire que en route, tu ne pourras plus exister. Ok? C'est au CHU Sylvanus Olympio seul qu'on amène les blessés. Oui, c'est l'hôpital de référence. Non, et pourquoi nous disons, tu vois, est-ce à dire que les Togolais, les médecins conformes là, je n'ai pas dit que les médecins là ne sont pas compétents. Hein. Ouais. Ils sont tous compétents. Bien. Mais parfois cupides. Ça, je vous le concède. Ils sont tous compétents. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que les consommateurs que nous sommes, nous ne puissions pas dire de mauvaises choses sur eux. C'est en ce moment-là qu'eux aussi, ils doivent nous aider à bien les comprendre. S'ils ont des difficultés là, nous on compatit à le plus souvent quand les médecins manifestent, les populations les accompagnent, la population vraiment les soutient. C'est ça, nous on les accompagne, la Ligue aussi les soutient. Bien. Régulièrement, nous sommes des partenaires. Mais ce que nous voulons dire, il faudrait qu'ils puissent à certains moments travailler avec la conscience professionnelle. Même si, excusez-moi, sur le plan administratif, on ne les met pas dans de bonnes conditions, que le peu qu'ils vont faire, qu'ils le fassent avec conscience. Avec bonne conscience. Oui, mais l'autre aspect, est-ce que le bromate de potassium est complètement a disparu dans les rayons ou bien au marché? La dernière fois, tu as mangé le pain, c'est quand? La dernière fois, j'ai mangé le pain, c'est hier. Hier, tu as mangé encore du bromate. Quoi? Tu as mangé encore du bromate. Hier, j'ai pris du pain. Sincèrement. J'ai encore consommé du bromate. Du bromate. Qui est cancérigène, nos dames, dit. Je vois chez nos dames, les boulangers, les boulangères, excusez-moi, je suis désolé de le dire, c'est un constat amer. Elles continuent d'utiliser le bromate de potassium. Bévi. Toujours? Toujours. Et ils sont allés jusqu'à dire qu'ils vont prier pour que moi, je meure. Pour les laisser. C'est-à-dire pour les laisser continuer à utiliser le bromate de potassium. Tu vois? Donc, c'est juste pour dire que. et elle disait. Non, est-ce que ce sont des allégations? Non, j'ai l'audio. L'audio est tombé sur moi. J'ai l'audio. C'était une émission qu'on a fait sur un de vos partenaires, au niveau une radio partenaire. Et après, bon, j'entends dire que M. Segadi et ses éléments sont encore allés nous dire que nous on utilise le bromate de potassium. Et que cette fois-ci-là, on doit accentuer nos prières pour que ce gars-là meure, pour qu'on soit libre. Ah bon. Et que nous, on a fait des prêts pour investir, pourquoi il veut pas que nous... Ils veulent mettre du sable dans leur farine. Je vous dis, ça, cette responsabilité, il y a le ministère de la Santé qui est responsable de ça. Il y a le ministère du Commerce qui est responsable de ça. Il y a le ministère de la Sécurité qui est responsable de ça. Pourquoi je dis? Parce qu'on ne peut pas toujours prendre des tests sans descendre sur le terrain. Voilà. On ne peut pas toujours prendre des tests sans descendre sur le terrain. Je suis désolé de le dire. Autrement dit, dès lors que le test est pris, il faut des actions concrètes pour un suivi. C'est ça. Rigoureux. Parce que vous allez dans une boulangerie, nous on a des réactifs. Il suffit que vous faites l'analyse. S'il y a qu'on appelle les réactifs est noir, vous constatez que c'est du bromate de potassium. Le contraire, c'est que... Il y a des réactifs pour démontrer que on a fait usage de bromate de potassium dans le pain. Oui.
Déjà, à la boulangerie, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc, et ceux qui font les contrôles ne peuvent pas faire des descentes inopinées dans... c'est pourquoi j'ai dit le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, ce sont les deux qui doivent prendre la responsabilité. Est-ce que le ministère de la Sécurité, le bromate... lui, il met les agents de sécurité à voilà, pour accompagner ces messieurs. Parce que nous, on n'a pas des éléments de sécurité. C'est vrai que nous allons écrire au ministère du Commerce pour dire, donnez-nous des inspecteurs, donnez-nous des éléments de votre brigade du commerce intérieur pour qu'on descende sur le terrain. Oui, mais ça ne suffit pas. C'est vous, les autorités. C'est eux qui incarnent l'autorité du commerce. C'est eux qui incarnent l'autorité de eux aussi, ils consomment le pain. Quoi qu'on santé. dise, aucune autorité ne nous dira qu'elle ne consomme pas du pain. Mais écoute, il y a aujourd'hui certaines autorités, même ceux qui utilisent toujours les bromures de potassium, tu sais ce qu'ils font. Ils préparent les bromures de potassium pour nous et ils s'en vont acheter chez leurs consoeurs, leurs collègues, leurs camarades qui n'utilisent plus le bromure de potassium pour manger. Ah, Vous voyez comment les gens sont si méchants dans ce pays. du cynisme. Je vous dis, ils préparent le bromate, ils utilisent le bromate de potassium. Autrement dit, ils utilisent le bromate de potassium pour le pain. Pour à le grande pain. consommation pour Oui. nous qui sommes peut-être, nous n'y connaissons pas. Mais maintenant, eux-mêmes, ils achètent le pain sans bromate. Sans bromate, chez leurs camarades, collègues qui n'utilisent pas. Parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent. Il y a certaines, je les salue à travers vos micros, elles ont décidé de ne pas utiliser le bromate de potassium. Chapeau à elles. Oui, elles m'appellent tous les jours ce qu'il faut faire pour que leurs collègues emboîtent leur pain, ainsi de suite, ainsi de suite. Je les encourage. Est-ce que réellement le bromate est nuisible à la santé? Ah mais, Joachim, excusez-moi, si tu peux prendre ton Android, va sur dans Google, dis conséquences de l'utilisation du bromate de potassium. Tu vas voir les maladies possibles Que cela entraîne. c'est cancérogène. Et le ministère de la Santé nous a dit ça. Et ils ont prouvé Mais ça. ils ne sévissent pas. Ce qui a fait Le qu'ils ont ministère ne sévit interdit, pas. c'est ce qui a fait qu'ils ont interdit l'utilisation. Ah. L'utilisation et la commercialisation. Donc, en principe, on ne devait plus avoir ça sur le territoire national. Maintenant, il y a des gens qui utilisent d'autres produits qu'on n'a jamais analysés et qu'on n'a jamais obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Vous voyez? C'est pourquoi nous, on dit, les agents du ministère du Commerce, eux, le problème, c'est plus souvent, ils n'ont pas les moyens. Oui, je leur conseille ça. Mais le peu qu'on a, descendant sur le terrain, Finalement, est-ce que les gens jouent pleinement leur rôle? On les a nommés et ils sont payés par le contribuable, sur le dos du contribuable. Mais finalement, ils ne jouent pas leur rôle et puis on nous abandonne comme ça à la merci de tout kidam qui vient sur le marché avec n'importe quoi que nous puissions ingurgiter. Peut-être, tu comprendras mieux que moi, ils ont leur priorité ailleurs. Notre priorité, Leur priorité. Notre priorité au niveau de la Ligue des consommateurs de Togo, c'est de parler de tout ça là, tous les jours. Ce qui fait que lorsque vous nous invitez, on ne tarde pas à venir. Bien sûr, bien sûr. Ouais, donc leur et priorité, nous aussi, nous en savons gré. oui, merci beaucoup. Mais leur priorité, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Donc si leur priorité était la santé des Togolais, la santé des consommateurs, Joachim, je vous dis que l'affaire de bromate là, depuis qu'on a commencé l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, au 3 juin, au 13 juin, où ils ont interdit, ils ont fait sortir l'arrêté interministériel. Non, de juin jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 9 mois. Oui, mais le produit existe toujours sur le marché. Oui. Aucune descente pour contrôler tout ce qui se passe. Ça ne donne rien. En tout cas, et qu'en est-il du pétrole? En tout cas, depuis hier, le pétrole est descendu de 42 à 31 $ le baril. Et le baril, je crois, un baril, ça doit faire 153 litres d'essence ou bien de pétrole brut. Alors, est-ce que cela est en train d'avoir ses effets sur le marché togolais? Nous en parlons tout de suite, mais on marque d'abord la pause. Tout donc en studio, madame, monsieur, avec notre invité. Il s'agit de monsieur Emmanuel Sogadi, qui est le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Et nous parlons bien sûr des consommations ou bien des produits, de tout ce que nous sommes en train de consommer et la situation des consommateurs dans notre cher pays, le Togo. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de constater que le prix du baril a considérablement chuté. Et le monde entier en parle. Et dans bien de pays européens ou occidentaux, on annonce déjà la chute du prix au niveau de la pompe. Alors, est-ce que réellement le prix du baril a chuté sur le marché international? Oui, le prix du baril a chuté sur le plan international. Et nous, au niveau de la Ligue, nous avons l'habitude de rendre public le lien, le site. Des gens peuvent aller sur le prix du baril. Et lorsqu'ils vont sur le prix du baril, ils vont voir en même temps l'évolution
l'évolution de chaque seconde. Oui. Si ça a augmenté de 1 centime ou 1 millième, vous voyez la courbe prendre un autre ascenseur pour repartir. Et si ça diminue, ça redescend. C'est juste pour dire que hier, lorsque ils ont fait la dernière augmentation, le prix du baril envoisinait 70. 70, comment on l'appelle, dollars le baril. Et aujourd'hui, on est à 32 à 30. Donc ça veut dire que plus de 30% de diminution. Alors que selon ce qu'ils ont l'habitude de dire, nos auteurs ont l'habitude de dire que lorsque l'augmentation va au-delà de 5%, que nous, autorités, nous augmentons. Et lorsque ça descend au-delà de 5%, en dessous de 5%, nous aussi, nous diminuons. Mais ça n'a jamais été appliqué. Ça n'a jamais été appliqué. Quand l'augmentation est atteint le seuil de 5%, on augmente le prix à la pompe. Maintenant, quand ça descend de 5%, on baisse le prix également à la pompe. Mais ça n'a jamais été appliqué. Ça n'a jamais été appliqué. Il y a une commission qui travaille sur cette thématique. Non, c'est le test. Il y a un arrêté qui a fait ça. Je crois que c'est en 2010 que l'arrêté a été pris. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été appliqué. C'est ce qui fait que nous, au niveau des organisations de consommateurs, nous avons l'habitude de parler de la vérité des prix. Maintenant, parce que la vérité des prix, nous sommes conscients que le Togo n'a pas, excusez-moi, je le mets entre parenthèses, que le Togo ne nous a pas encore dit officiellement que nous produisons du pétrole, même si nous savons que le pétrole, la terre togolaise, en tout cas, contient le Togo au niveau de la préfecture maritime, là-bas nous avons peut-être un petit gisement. On en a. Mais on ne nous a pas encore dit officiellement que nous produisons ça pour que ça puisse être servi d'une manière ou d'une autre aux Togolais. Mais ils nous disent qu'ils achètent d'ailleurs. Oui. Ok. Mais s'ils achètent d'ailleurs, ça veut dire que si vous achetez très cher, revenez nous le vendre très cher. Nous, on ne refuse pas. Togolais que nous sommes, nous ne refusons pas. Mais si vous achetez moins cher, revenez et nous le vendre aussi moins cher. Puisque s'il y a pile ou face, que les deux puissent nous profiter au moment où opportun. Que le consommateur togolais le ressente. Aujourd'hui, les gens disent que la tendance, c'est au niveau de l'Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite a décidé de baisser les prix. Mais il faut que ça nous profite. Oui. Il faut que ça nous profite, mais ça ne nous a jamais profité. La tendance aussi, c'est compte tenu de coronavirus. Ok, vous n'êtes pas seulement que... Même il y a des étudiants togolais en Chine qui sont inquiétés ou bien les parents souffrent énormément. Si, il y a 20 compatriotes togolais qui sont dans la ville où... dans la ville de Wuhan. Où le virus a déclenché. Ils sont 20. Les gens n'ont qu'à lire. Ils sont 20 actuellement togolais. Les parents, même certains de leurs parents sont déjà malades. Parce qu'ils ne savent pas le sort qui est réservé à leurs enfants là-bas. Ok? Donc, je ne veux pas aller trop sur ça, mais je vais revenir au pétrole. Oui. Donc, ce qui fait que l'incertitude des marchés boursiers n'est pas stable. Oui. Ok? Donc, ça va, ça revient, ça fluctue. Mais nous voulons demander à l'autorité de revenir pour dire, oh, chers compatriotes, chers concitoyens, nous voulons réduire le prix comme on l'a acheté. Parce qu'ils ont dit, c'est chaque trimestre. Et vous constatez que le plus souvent, c'est début janvier qu'ils augmentent. Donc, si c'est début janvier qu'ils augmentent... Nous sommes déjà dans le mois de mars. Donc, on a déjà fait... Oui. On est en train d'épuiser peut-être l'achat de janvier. Oui. Non, l'achat de janvier, selon ce qu'ils vont dire. Mais le plus souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'ils n'ont pas assez de bacs pour stocker assez de quantité. Et ça, on peut comprendre. Parce que les prix fluctuent le plus souvent, lorsque vous stockez au prix cher, vous risquez de ne pas perdre. Vous risquez d'être surpris. Lorsque ça diminue après, vous allez dire, ah, j'en savais, n'allait pas stocker à ça. Mais ce que nous voulons, il faudrait qu'on ait assez de bacs pour que lorsqu'on sente qu'à l'heure actuelle, le stock a diminué, qu'on achète en conséquence. Par exemple, à $30 le baril aujourd'hui, mais quelle est cette faveur-là que la nature puisse nous offrir encore plus que ça? Ok? Et secondo, il faudrait que nous puissions commencer à savoir si nous fixons les prix, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Togolais qui sont à l'intérieur puissent aussi profiter. Aujourd'hui, le prix du litre d'essence à l'intérieur, c'est à 1000 francs. Lorsque tu prends ta voiture de Lomé, tu vas dans un village,
où tu sais qu'il n'y a pas de station-service, ou bien d'un point d'approvisionnement, tu risques de revenir. Moi-même, si je vous donne mon exemple. J'ai acheté le week-end, samedi, j'ai acheté l'essence, le litre, dans un village à 650 francs. Oui, j'ai dit, nous sommes dans la région maritime. Chez moi, dans mon village, c'est 1000 francs, 1200 francs. Cela m'a fait très mal, dans la mais préfecture je n'avais de pas de choix tu vois? parce que c'était... Alors qu'on dit c'est l'État qui doit créer des conditions pour amener ces produits-là, ces produits qu'on a déclarés de sensibles, mais sensibles qui doit créer toutes les conditions pour l'amener vers les consommateurs, les citoyens. Ok, l'État n'a jamais créé ça, on a toujours décrié ça. Maintenant, le prix a baissé sur le marché international de 70 à 40, à 40. On est aujourd'hui à 32 pour dollars le baril. Est-ce que automatiquement ça peut entraîner la diminution du prix à la pompe? Oui. Automatiquement, ça doit être le cas. Ça doit entraîner. C'est vrai, dans les pays occidentaux, c'est le cas. Mais le plus souvent, chez nous, les stations-service font des commandes 2 fois par mois. Ils achètent au niveau de la SE 2 fois par mois. Oui. Maintenant, si ils achètent 2 fois par mois, pourquoi il faut attendre au moment où eux, ils ont acheté à un prix? Parce que 2 fois, c'est le début du mois et la quinzaine. C'est-à-dire au plus grand, 15, 12, 13, ils font encore des commandes. Ça veut dire que les commandes qu'ils font en donnant leur argent là, c'est au prix actuel là où ils payent. C'est au prix actuel ils payent. Donc on doit faire tout pour que chaque mois, que ça se fasse ainsi. C'est ce que je comprends, ça se fait au Bénin. C'est vrai qu'au Bénin, on a passé de station-service, mais il faudrait que ça se fasse comme ça. C'est pourquoi nous, on veut interpeller le sieur Adjakli Francis. C'est lui qui gère, c'est lui qui est le coordonnateur du comité de suivi. Ah oui, mais pourquoi pas le ministre du Commerce? Non, ah oui, mais on a toujours dit, l'autorité ministérielle ne nous écoute pas. Il faudrait que si Adjakli a fait beaucoup d'années là-bas, s'il veut bien pour améliorer le secteur, la gestion du secteur pétrolier, mais qu'on le mette ailleurs. Maintenant que le chef de l'État, selon la Cour constitutionnelle, a été plébiscité de 70,78%, le meilleur des cadeaux qu'il doit offrir à la population, c'est de réduire le prix à 70%. Non, réduire à 70% là, l'État va faire faillite. Au moins, de 564, qu'on descend peut-être à 400 quelque chose, ça pourrait vraiment... En principe. 22, 21, 80, 99, 92, 02, 463. Notre technicien sourit, peut-être, il espère qu'on va diminuer le prix de l'essence à la pompe. On attend de voir. Allô? Auditeur en ligne sur le 92, 02, 80, 63 ou bien 22, 21, 80, 99. Vous avez une question donc à notre invité. Allô? Allô? Oui, monsieur Gado. Oui, bonjour, Jacques. Bonjour. Bonjour à votre invité. Oui. Bonjour, grand frère. Voilà. Ce mandat, c'était vraiment un mandat social parce que est-ce que lui là, c'est lui qui nous représente, est-ce que vraiment son panier là, il a eu beaucoup de succès ou bien bon, je ne sais pas là, est-ce que ça a léché un peu parce que nous, on a déjà fait un mandat capitalisme, socialisme. Maintenant, nous allons rentrer dans le mandat communisme ou comment? Parce que franchement, ça ne va pas. Non, mais je n'ai pas compris la question, le fond de la question. Soyez beaucoup plus... On a fait déjà mandat capitalisme. Maintenant, c'est socialisme que le chef d'État nous a proposé, mais on n'a rien vu. Maintenant, on va rentrer dans le mandat communisme ou comment? La carte d'identité dans les autres pays, c'est patate, gratuit. Et ils ont dit 5 000 francs, 5 ans. Et passeport, 30 ans, 5 ans. Comment ça? Est-ce que le papier vieillit ou bien c'est nous qui vieillissons? Merci, bonne journée. Bonne journée. On va vous répondre dans un instant. Monsieur Komi. J'ai 2 questions. Allez-y. La première, ça concerne l'association elle-même. J'ai pu constater que nous sommes restés dans le régime de la contestation. C'est-à-dire le gouvernement pose un acte, nous ne sommes pas d'accord et nous contestons. Est-ce que l'association ne peut pas nous amener au-delà de ça, sur les moyens d'action et être sur le terrain direct sur ces problèmes qu'il touche? Deuxième question, quand nous rentrons dans le marché à Sigamé présentement, il y a une multitude de jus. Même à vue d'œil, tu sais que ça là, c'est pas bon. Mais c'est ce que nos concitoyens consomment en grande quantité. Et chaque fois, ce sont des tricycles qui sillonnent le marché et vous les voyez, les bonnes dames le vendent à tout le monde. Qu'est-ce qu'il connaît de ce sujet-là? Merci. D'accord, très bien noté, monsieur Komi. Allô? Allô, bonjour. Oui, madame, merci.
Oui, Bonjour. je voudrais parler du prix du baril du pétrole. Oui. Mais il en a parlé. C'est-à-dire, j'attendais ce matin pour parler du pétrole. Mais il en a parlé. Est-ce qu'il a une idée du prix du baril? Est-ce que... Vous Moi, je sais nous que ça avez doit suivi, tourner madame? en $30. Vous nous avez suivi? Et pas beaucoup. Ah, mais tiens, Il là, a donné le finalement. prix, s'il vous plaît. Bon, si. et est-ce que M. Sogadi sait qu'on peut acheter le fuel dans ce pays à 250 francs le litre? D'accord, Est-ce bien qu'il le noté. sait? Et le prix du ciment, on peut l'acheter à 25 à 30 000 maximum. Il faut qu'il soit Sur la base d'une étude ou bien... sur la base d'une étude et que je produis le ciment. D'accord. 30 000 maximum. Merci, bien noté. Et nous accueillons Bozambo. Bonjour. Alors, bonjour. Oui. Bonjour à notre invité. Bonjour, bonjour. Félicitations à vous. Merci. Si les Togolais ne savent pas que vous travaillez, nous, qui sur le terrain, qui voient tout, nous savons que vous avez en train de faire énormément de travail. C'est nous, les populations, qui doivent vous accompagner. Si vous avez dit quelque chose, il faut que les populations écoutent votre audience et voient votre part. Merci. Et le baril du prix là, au moment que le coronavirus est venu, j'ai écouté sur RFI et BBC que l'amélioration de les Chinois qui ne consomment pas les pétroliers là, donc c'est là que le baril a chuté. Et jusqu'à présent, nous, tout le monde attend que le gouvernement va dire quelque chose, rien. Je crois qu'ils sont courus vers l'élection. Maintenant, l'élection est finie. Il faut boiter le pas vers le gouvernement. C'est vous qui êtes notre coordinateur entre le gouvernement et avec le peuple. Et demander quand est-ce qu'ils vont diminuer, quand est-ce qu'ils vont faire la dernière commande pour diminuer le prix du pétrole au Togo. D'accord. Il y avait quelque chose au Togo maintenant. Et au moment que le brasserie va sortir une autre bouteille de boisson, Oui. ils ont failli quelques boissons dans les marchés, diminuer de 200. Pourquoi vous n'avez pas arrêté brasserie de ramasser les boissons là sur les marchés? Les boissons dont M. Komi a parlé tout à l'heure? Oui. D'accord. Et Merci donc, beaucoup, il me M. semble Bozambo. que il faut faire votre effort et nous les Togolais, il faut venir tous les jours, tous les moments sur les médias pour nous éclaircir quoi. Ah d'accord. Alors, vous avez écouté M. Bozambo. Oui, il a parlé en dernier ressort d'une certaine boisson qui serait vendue à 200 francs. Est-ce que c'est de la même boisson dont parlait M. Komi? Je ne crois pas. Ça doit être deux choses différentes. Ah d'accord. Et je crois que la chose dont il parle, j'ai connaissance de ça. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et les heures et les minutes qui vont suivre, Vous réagirez. ils vont voir nos D'accord, réactions. oui, mais est-ce que vous avez connaissance ou conscience que le marché togolais est envahi par des boissons dont les origines sont extrêmement douteuses, mais les populations consomment moins en raffole? Merci. Et je vais répondre à la première question de Komi. Je crois que c'est Komi qui a posé la question pour dire que nous sommes dans la contestation plutôt que d'être dans la promotion. Et peut-être qu'il ne nous suit pas assez. Et nous avons toujours mené nos actions dans la promotion. Notre credo, c'est quoi? La promotion, la défense et la protection. Et c'est dans la défense où il sent que c'est la contestation. Mais dans la promotion, ce n'est pas de la contestation. Mais lorsqu'on dit aux consommateurs, par exemple, pour ça, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois faire, ça rentre dans la promotion. Okay? Mais lorsqu'on va dans la protection, lorsqu'il y a un problème où on saisit l'association de consommateurs, devient un intermédiaire entre la personne qui nous a saisi pour régler le problème. Okay? Donc, ce qui fait que nous sommes obligés de le dire, que nous ne sommes pas uniquement que dans la contestation, que nous sommes dans la promotion aussi. Ce qui fait que nous avons essayé de faire sortir un bulletin d'information où nous parlons de l'éducation consumériste et que les gens puissent avoir le numéro et nous aider à éduquer les consommateurs. Voilà, et les boissons qui envahissent, oui, nous les voyons, nous avons toujours alerté les autorités. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne fait pas de contrôle. Vraiment. Nous, on descend sur le terrain. Est-ce qu'on analyse ces produits-là? Des gens ne vont même pas au ministère
ministère du Commerce pour déclarer qu'on a un nouveau produit. Mais pourquoi la douane, on autorise que ces boissons-là viennent sur le terrain ou disons sur le marché? Elle est complice, elle est responsable aussi d'une part. La douane, elle est responsable aussi d'une part. Parce qu'elle dit, mais je n'ai pas d'éléments d'interdiction, ainsi de suite. Mais elle doit savoir que pour faire entrer un produit, ainsi de suite, il faut respecter certaines conditions, certaines normes. Et ce faisant, est-ce qu'on nous protège? Non, évidemment pas. Il ne nous protège pas. Parce que ce n'est pas seulement nous protéger sur le plan sécuritaire, mais également au niveau de la santé. Les institutions sont en place pour nous protéger. Ils ne nous protègent pas. Alors, mais est-ce qu'on peut trouver le fioul à 250 francs au Togo? Oui, d'ailleurs, si c'est une analyse, c'est une estimation. Oui, on peut le faire si on pouvait respecter les prix lorsque ça diminue. Ce que je sais, la tonne du paquet de ciment au Sénégal, c'est à 63 000. Et au Congo-Brazzaville, la tonne de ciment, c'est à 60 000 francs. Au Togo, ce sont les taxes qui font que nous achetons toujours des... Oui, mais ciment Dangote au Congo-Brazzaville. Oui, mais tu vois, le ciment Dangote est arrivé à Lomé, on leur a imposé le prix togolais. Ce n'est pas le prix... Alors que nous sommes producteurs. Ce n'est pas le prix Dangote qu'on utilise, c'est le prix togolais qu'on utilise pour le ciment Dangote. Et pourquoi ça? C'est le Togo. C'est le Togo. Nous avons le clinquet. Dieu nous a gratifié de tout ça. Et finalement, on ne peut même pas nous alléger. Eh bien, favoriser. Décidément, ils ont leur priorité ailleurs. Est-ce que vous sentez quand même le mandat social dans votre panier? Aucunement pas. Nous avons adressé un courrier au chef de l'État en ce sens. Et il a répondu le jour où il faisait leur du business là, en disant qu'il a beaucoup de priorités, et ainsi de suite. Donc nous, on tient toujours à l'œil tous ceux qui seront là comme autorité pour le pays et tous ceux qui ne feront pas très bien, nous on les dénoncera. Et on restera toujours dans la promotion. On n'est pas toujours contestateur, mais nous faisons aussi la promotion. Alors, monsieur Emmanuel Sogadi, merci à vous d'être passé chez nous. Merci pour l'invitation, merci à tous ceux qui ont appelé. Voilà, madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Haïté. Merci à vous également pour l'accompagnement technique. C'est fini pour aujourd'hui. Demain sera un autre rendez-vous. Plaise à Dieu. Nous allons nous retrouver ici pour d'autres topos très alléchants. Bonne journée de mardi à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.